Bonjour, dans cette vidéo, je corrige la partie G du DS2. Alors, on va étudier la synthèse du silicium qui permet de fabriquer des MEMS. Alors, MEMS, c'est un acronyme qui signifie Micro-Electro-Mechanical System en anglais. Donc, c'est le genre de système que vous avez dans vos smartphones, hein, les accélérateurs qui sont dans les téléphones portables notamment, ils sont faits comme ça. Enfin, tous les systèmes micromécaniques sont faits comme ça. Je vais vous montrer le sujet. Alors le voici, c'est un extrait de concours. On a une première réaction qui est, que vous voyez au milieu de l'écran. On prend du carbure de calcium, du verre, tous les deux solides. On chauffe pas mal et on récupère du silicium. On verra dans quel état il est. Un gaz, c'est du CO et de l'oxyde de calcium. Alors, première question. Alors, on vous demande de déterminer le signe de l'enthalpie standard. Donc, ça, c'est quelque chose que vous verrez un petit peu plus tard. Il faut utiliser l'indication qui est juste en dessous. Hein, indication et résultat admis. Ensuite, d'accord. On va ensuite utiliser, une fois qu'on aura répondu à la première question, utiliser ce résultat pour savoir s'il est plutôt intéressant de chauffer ou de refroidir pour que la réaction se fasse dans le bon sens. Voilà, on va commencer la rédaction. Partie G. Voilà, donc la question petit a. On vous demande d'exploiter un des diagrammes qui est qui est donné ici. Alors, si je lis l'indication, sur le diagramme logarithme de K0 en fonction de 1 sur T, et la pente c'est moins delta RH01 sur R. C'est justement ce qu'on vous demande de calculer. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser ce diagramme-là. Je fais un petit copier-coller. En plus, on a de la chance parce qu'en fait, la pente, on vous la donne. Voilà, je fais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est des copier-coller. Voilà, donc on va utiliser ce diagramme. Donc on utilise le diagramme ci-dessous. Et ça tombe bien parce que si vous regardez, on vous donne l'équation de la droite. En effet, si vous regardez ici, vous avez l'équation de la droite. Là, vous avez la pente. Et on vous dit que cette pente, c'est moins delta RH 0,1 sur R. Si je reviens vers l'énoncé, c'est ça. Et l'ordonnée à l'origine, bon, j'en ferai pas grand chose. Donc finalement, j'ai répondu, j'ai quasiment répondu à la question. Hein. Il reste juste à dire que c'est moins 1, 2, 5, 0, 4, 2 fois 8, 31. Ça c'est grand R, hein, qui vaut 8,314, allez, joules par mol par Kelvin. Et ça fait quoi ce terme-là? Alors je trouve 1,039 fois 10 puissance 6 joules par mol, sauf erreur. Si je vais vérifier l'unité. Voilà, donc c'est bien des joules par mol. Alors oui, on peut le laisser comme ça après tout. C'est pas gênant. Je vais le recopier en dessous pour bien le présenter. Voilà, donc j'ai rédigé une conclusion. J'encadre le résultat. Comme delta RH est 0 est positif, la réaction est endothermique. Là aussi, je m'appuie sur ce qui est dit dans l'énoncé. Hein. J'ai simplement lu l'indication. Là, on la voit ici. Hein. Si delta RH0 est positif, la réaction est endothermique. Donc on doit donner de la chaleur au milieu réactionnel
pour favoriser la réaction. Inversement, si delta R H0 est négatif, vous allez avoir une réaction exothermique, ça va libérer de la chaleur. Donc ça, simplement, on admet ces résultats, ces données dans l'énoncé. Donc on a ceci. Question petit b, quelle est l'influence d'une augmentation de la température à pression et composition constante? En déduire ce qu'a intérêt à faire l'industriel. Donc quand vous avez une réaction qui est endothermique comme ça, ce que ça veut dire, c'est que la réaction, il faut fournir de l'énergie pour favoriser la réaction. Donc comme la réaction est endothermique, elle est favorisée si on fournit de l'énergie thermique. Donc si on fournit du transfert thermique, dit simplement, c'est lorsqu'on chauffe. Donc dit simplement, dit autrement, on favorise la réaction lorsqu'on chauffe. La réaction lorsqu'on chauffe. Voilà, donc c'est un argument qui se comprend bien, je trouve. Donc on encadre le résultat. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait une phrase qui n'était pas complète, donc j'ai corrigé. J'en suis maintenant à la deuxième partie. On introduit dans un réacteur à volume constant 8 litres, donc c'est 8 litres, c'est à peu près, c'est gros comme une cocotte minute, hein, pour vous fixer les idées. On met 18 grammes de SiO2 solide, 32 grammes de carbure de calcium. On opère à haute température, donc il faudra regarder à la fin de l'énoncé, il y a les températures de fusion, pour savoir dans quel état sont les réactifs et les produits. Et on suppose que les phases gazeuses sont assimilables à des gaz parfaits. Donc on vous demande de réécrire l'équation 1, en précisant les états physiques de chacune des espèces chimiques, hein, évidemment. L'équation 1, elle est là, donc je vais la réécrire en tenant compte, cette fois-ci, que les espèces chimiques sont plus forcément solides, parce qu'on chauffe. Donc, petit a, et là j'en suis à la partie 3D2A. Alors, écrivons cette réaction. Donc on a carbure de calcium. Donc, je fais des allers-retours plus le verre. C'est égal à du silicium, du CO et CaO. Du silicium et du monoxyde de carbone. J'ajuste les coefficients stoichiométriques, donc c'est 2, 4 et 3. Et là, il faut que je récupère dans l'énoncé, donc c'est en bas du sujet. Donc voilà, c'est ici, vous avez des données thermodynamiques. Donc par exemple, le silicium, il fond à 1683 Kelvin. Donc du coup, lui, il sera liquide. Le verre, par contre, c'est à 1883 Kelvin. Donc là, il faut regarder si 1883... donc c'est bon, vu que la réaction se fait à 1730 Kelvin, le SiO2, lui, il reste solide. Vous avez le carbure de calcium et le CaO qui sont, eux, par contre, on est tranquille, puisque ça fond à, en gros, 2500 Kelvin. Enfin, c'est vraiment très haute température, donc là, on est sûr et certain que ces espèces sont encore solides. Donc finalement, ça, c'est solide. Ça, c'est liquide. Le verre, ça, c'est solide. Bon, évidemment, le monoxyde de carbone, ça reste gazeux. Et pour le verre, pour être sûr, oui, c'est bien, ça reste
solide. Donc finalement, il n'y a qu'une espèce qui est liquide, tant mieux, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir la récupérer. Hein, puisque pour enlever un solide, par exemple, bon, certes, ça se passe à très haute température, mais par gravité, où il y a peut-être moyen de séparer le solide du liquide. Donc ça, c'est l'équation 1'. On encadre le résultat. Alors pour la question suivante, en fait, je vais réécrire l'équation et faire un tableau d'avancement. Donc je la réécris tout simplement parce que j'ai pas de place en fait. Enfin, j'ai plus de place pour le faire proprement. Donc on a 2 Ca C2 qui est solide, plus SiO2, plus 2 CaO qui est solide, plus l'espèce gazeuse, plus le silicium qui est liquide. Et on vous dit que la constante d'équilibre, ça vaut K égale 3,68 K1', 0, c'est 3,68 fois 10 puissance 24. Notez que cette constante est très très grande. C'est bien ça. Je fais le tableau d'avancement. Alors, je vais travailler en nombre de moles. Comme d'habitude. Hein. L'état initial, l'état final. Alors, on vous dit que on a mis combien de grammes de 18 grammes de SiO2 et 30 grammes de carbure de calcium. Donc on va calculer le nombre de moles. Alors je vais le faire en dessous comme un brouillon. Enfin non, c'est pas un brouillon, je devrais pas dire ça. Mais je fais le calcul à part. Donc on a dit 18 grammes de SiO2. C'est ça, et 32. Donc c'est 18 grammes. Et j'ai divisé par la masse molaire. Alors pour avoir la masse molaire, là aussi, toutes les données sont fournies. Vous avez, pour chaque élément, on vous donne la masse molaire. Donc, faisons le calcul. Pour SiO2, donc le silicium, vous avez 14 et l'oxygène, ça fait 8. Donc ça fait 14 plus 2 fois 8. Donc il y aura une petite application numérique à faire. Pour le calcium, on a 20 et le carbone, ça fait 6. Donc ça fait 20 plus 2 fois 6. Que je dis. Je n'ai pas regardé au bon endroit. 2 fois 12. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc je reprends, effectivement je m'étais trompé, le silicium c'est 28,1 grammes par mol, l'oxygène c'est 16 grammes par mol, bon je sais pas à quoi je pensais, le calcium c'est 40,1 et pour le carbone c'est 12 grammes par mol, évidemment. Donc là ça donne, après application numérique, voilà j'ai fait le calcul, donc je peux compléter le tableau d'avancement. Alors pour le silicium, j'ai 0,3 ici, et ici j'ai 0,5. Je n'ai aucune espèce présente dans l'état initial, CaO, CO et Si. Le silicium ne sont pas présents. Je complète l'état final. Donc là on fait attention au coefficient stoichiométrique. Ça fait 2x, 4x et 3x. Et bien sûr, maintenant je vais appliquer la loi d'action de masse. Alors je me rends compte que cette partie-là, on va peut-être la mettre à côté. Là aussi, je suis capable de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur votre copie. Loi d'action de masse. Que je noterai dorénavant comme ceci. À l'équilibre.
Donc c'est K1'0, ça vaut... Alors c'est l'activité d'un liquide pur, donc c'est 1, fois l'activité d'un gaz, donc c'est sa pression partielle sur P0. Alors, bon, je vais la noter comme ceci. Fois l'activité d'un solide, c'est 1, divisé par l'activité d'un solide, c'est 1, l'activité fois l'activité d'un solide, c'est 1. Alors je devrais mettre 1 au carré, fois 1 exposant 3, et ici j'ai oublié le puissance 4 pour l'activité chimique de CO. Évidemment, comme toutes les autres activités valent 1, ouais, je peux mettre ici exposant 3, exposant 2, exposant 2, exposant 3, sachant que ça ne change strictement rien. Donc finalement, il me reste pas grand-chose. Alors là, il faut maintenant utiliser la loi des gaz parfaits. Or, la seule espèce gazeuse, c'est le monoxyde de carbone. Donc on a P de CO fois le volume de l'enceinte qui vaut 8 litres. C'est le nombre de moles de CO. Donc c'est 4x fois R T. T étant la température de la réaction. Et donc je remplace et vous avez en fait ce qu'on vous demande, si je lis bien la question, on vous demande calculer la pression du système si l'équilibre atteint l'oxyde de carbone formé. Bon, du coup je vais faire les deux en même temps. P de CO, je peux le déduire directement de l'équation qui est là, que je note étoile. Et une fois que j'aurai P de CO, bah, je pourrai en déduire la quantité enfin, déduire X et donc connaître l'état final. Alors, je me rends compte que j'ai plus beaucoup de place. Alors, on a K1'0, ça fait P de CO sur P0 puissance 4. Donc, j'en déduis que P de CO, ça vaut P0. P0, je vous rappelle, c'est 1 bar ou 10 puissance 5 pascal. Fois K1'0 exposant 1 quart. Donc, on peut faire l'application numérique. Donc, je trouve 1,38 fois 10, 38 fois 10 puissance 6. Non, ça c'est pas possible. Bar. Donc ça c'est juste un petit problème. Donc ça c'est si on est à l'équilibre. Voilà, je rappelle. Si on est à l'équilibre. Donc certainement qu'on n'est pas à l'équilibre. C'est comme la réaction a une constante d'équilibre très grande, certainement qu'elle est complètement déplacée et elle est totale, et donc il y a un réactif limitant. Donc on peut faire le calcul après tout. P de CO, ça vaut aussi, je rappelle, hein, fois le volume, c'est 4x fois RT. Donc je peux en déduire x qui vaut P de CO fois le volume sur 4 fois RT. Le volume c'est 8 litres, donc ça fait 0,008 mètres cubes. Donc ouais, j'ai détaillé l'application numérique. Fois 10 puissance 5 pascal fois 0,008 divisé par 4 fois 8 314 fois la température qui vaut 1730 Kelvin. Et on trouve X qui vaut, et je trouve X qui vaut 19 000 environ mol. Donc on est bien d'accord que ça c'est impossible.
Alors, on n'a pas fait d'erreur de calcul, hein, simplement qu'on a fait une hypothèse, c'est qu'on était à l'équilibre. Conclusion, on n'est pas à l'équilibre. Donc, c'est la conclusion de ce petit calcul. Donc, on n'est pas à l'équilibre. Dans l'état final, c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter. On n'est pas à l'équilibre. La réaction est donc totale. Donc ça, c'est une première conclusion. Une fois que j'ai dit ça, il faut modifier en conséquence le tableau d'avancement. Donc il faut... on va le faire tout de suite. Le réactif limitant. Donc là, il faut que je revienne à ce que j'ai écrit précédemment. Donc je vous remonte le tableau d'avancement. Je me rends compte que ici, le Xmax, c'est 0,1. Et là, le Xmax, c'est 0,25. Donc le Xmax, le réactif limitant, c'est SiO2. Donc ça, donc le réactif limitant, et SiO2, Xmax, ça vaut 0,1 mol. Donc on peut compléter le tableau d'avancement. Alors moi j'ai fait un truc que vous ne pouvez pas faire, encore une fois, c'est un copier-coller. Il faut reconnaître que c'est vraiment pratique. Donc j'ai repris le tableau d'avancement. Donc Xmax, ça vaut 0,1. 0,1 mol. Donc 0,5 moins 2x, ça fait 0,3 mol. Ici on a 0,2, 0,4 et 0,3. Donc ça c'est mon état final. Et normalement je réponds à la question calcule la pression du système si l'équilibre est atteint, puis la quantité de matière. Conclure. Okay. Donc j'ai presque répondu à la question. Donc le nombre de moles de CaC2, nombre de moles de SiO2, solide, solide. Voilà, donc là c'est vraiment la conclusion, hein, nombre de moles de Si liquide. Donc c'est juste, je recopie le... Donc CaC2 c'est 0,3 mol. Du silicium c'est 0 mol, il n'y en a plus du tout. Enfin du silicium, pardon. De l'oxyde de silicium, il n'y en a plus du tout. Vous avez 0,2 mol de CaO. Ensuite 0,4 mol de monoxyde de carbone et 0,3 de silicium liquide. Et ça, j'en déduis que la pression de CO c'est égal à 0,4 mol fois RT sur le volume. Alors, je ne vais pas mélanger les formules avec les applications numériques. Donc là, je fais l'application numérique, je le détaille. Fois 1730 Kelvin divisé par le volume, c'est 0,008 m3. Et ça nous donne, ça fait P de CO qui vaut 719 000 pascal, c'est-à-dire 7,19 bar. On peut encadrer tous les résultats. Et on met en valeur
celui-là, 7,19 bars. Donc normalement, ça répond entièrement à la question. Donc je vais vérifier. Hein. D'ailleurs, faites-le vous aussi. Quand vous avez répondu à une question, vous relisez la question pour être sûr que vous y avez bien répondu. Donc j'ai calculé la pression du système si l'équilibre est atteint. Conclure, en déduire. Supposée parfaite. Donc en fait, j'ai fait la question 2 et 3 en même temps. Donc finalement, la question 3, on va dire je l'ai commencé ici. Et du coup, la question 2, je n'ai pas encadré les résultats. Donc ça, c'est pas bien. Alors, je vais devoir un peu modifier mon document. Donc, en relisant la question, je me suis rendu compte que j'avais pas... en fait, j'ai répondu à toutes les questions, mais je n'ai pas encadré les bons résultats. Donc ça, c'est pas un détail. C'est pas du tout un détail. Parce que on vous pose une question, il faut vraiment répondre aux questions qu'on vous pose et pas autre chose. Voilà, donc je vais simplement de la... Donc je me suis donné un peu de place, donc là j'ai fait un truc que vous ne pouvez pas faire vous, mais vous écrivez un peu petit pour... il manque une conclusion là, dans l'espace que j'ai laissé libre. Donc ça c'est la question 3. Plutôt ça commence ici la question 3. Et la conclusion de la question 2, c'est la quantité le nombre de moles de CO. C'est 4x, donc ça vaut, que je dise pas de bêtises, donc ça fait 4 fois 19 000, ça fait combien ça ça fait 76 000 moles. Et la pression de CO, c'est 1,38 fois 10 puissance 6 bar si l'équilibre est atteint. Donc ça c'est important, hein, le si, parce qu'évidemment en fait il ne l'est pas. Et donc il faut, c'est la question 3 justement, où on reprend à zéro le problème en ayant bien conscience que cette fois-ci il y a forcément un réactif limitant et la réaction est totale. Donc là maintenant j'ai répondu entièrement aux questions B et C. Alors au niveau de numérotation ça va pas, décidément. Là en fait c'est la question C. Bon, je fais plein de petites erreurs, mais à pas négliger quand même. Hein, quand vous avez une numérotation dans un énoncé, il faut respecter la numérotation. Il faut penser à la personne qui va corriger votre copie, hein, pour pas qu'elle passe de temps à chercher les réponses. J'en suis maintenant au 3D3. On reprend cet équilibre-là. Et on vous demande d'ajuster les coefficients stoichiométriques. Donc c'est, voilà, reprenons l'équation SiHCl3. Donc c'est 3D 3 petit a. Donc c'est SiHCl3. C'est égal plus de l'hydrogène, pardon, qui est gazeux certainement. Ça donne du silicium solide, donc ça c'est gazeux, ça aussi, plus de l'acide chlorhydrique gazeux. Donc ça évidemment, là on est, c'est le genre de manip qui se font dans des conditions bien contrôlées. Et on vous demande d'équilibrer l'ensemble.
Donc si vous regardez, donc si je prends un coefficient stoichiométrique 1 pour le SiHCl3, je vais me retrouver avec un hydrogène. Donc normalement je vais avoir ceci. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais compter le nombre d'hydrogènes. Il y en a 3 à droite, 3 à gauche. Nombre de chlore, il y en a 3 à droite, il y en a 3 à gauche. Et le silicium, il y en a 1 à gauche et 1 à droite. Donc j'ai correctement, pour montrer quand même au correcteur, à l'examinateur que j'ai quand même fait attention. Et ici on a 3. Donc voici l'équation chimique équilibrée. Les questions B et C, vous ne pouviez pas les faire. La réaction est réalisée à une pression de 0,1 bar. Justifiez ce choix plutôt qu'un bar à température fixée. Donc il faut justifier, il faut vous mettre à la place de l'industriel. Alors ce que je vais écrire, c'est cette équation chimique, elle a forcément une constante d'équilibre. Alors la Telanon est K2. Et si j'écris la loi d'action de masse, donc là je suis en train de faire la question petit b, à l'équilibre, non, est-ce que j'ai besoin d'écrire la loi d'action de masse? Non, je vais simplement écrire le quotient. En fait, je n'ai pas besoin de la loi d'action de masse. Le quotient, ça va suffire. Donc le quotient de la réaction, je le précise parce qu'en fait cette grandeur quotient on l'utilise pas très souvent, donc du coup je précise que ça c'est le quotient de la réaction. Donc c'est la pression partielle d'acide hydrochlorique sur P0 exposant 3 fois l'activité du silicium qui vaut 1 divisé par l'activité du SiHCl3 qui est gazeux sur P0 exposant 1 et la pression partielle d'hydrogène sur P0. Donc je remanie un peu l'ensemble. Vous avez la pression partielle de HCl au cube sur pression de SiHCl3, pression de HCl, et normalement il reste un P0. Je vais utiliser maintenant le fait que la pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale. J'utilise PI, ça vaut XI fois la pression totale. Et je rappelle que XI, c'est NI sur le nombre total de moles gazeuses. Donc ça nous donne ceci. Alors HCl, donc ça fait le nombre de moles de HCl au cube. Le nombre de moles de SiHCl3, nombre de moles de HCl, fois le nombre total de moles gazeuses. Donc le nombre total de moles gazeuses, c'est NHCl plus N SiHCl3 plus N de HCl. C'est le... Je vous laisse vérifier, mais il ne reste que ça en N total. Tous les N total se simplifient. Il reste que celui-là, et je me rends compte qu'il n'est pas au numérateur, mais il est au dénominateur. Donc c'est fois N HCl plus N SiH
Cl3. Bon, je me rends compte que j'ai peut-être intérêt à reprendre une nouvelle page. C'est ce que je vais faire. Donc je reprends le quotient de la réaction. Il s'écrit comme ceci. Et là, j'utilise le fait que la pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale. Et xi, ben, c'est le nombre de moles de I sur le nombre total de moles gazeuses. Donc vous avez, si on détaille, ça fait N de HCl sur, alors je l'appelle N tot, fois la pression totale, et tout ça c'est au cube. Ensuite NSiHCl3 sur N tot, pression totale, N2HCl sur N tot, pression totale, fois P0. Et bien sûr, je précise que N total, je fais le nombre total de moles gazeuses, donc je ne considère que les espèces gazeuses. Donc vous avez ceci, HCl3 plus le nombre de moles de... Attendez, il y a un truc qui va pas. Bon, bah, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de recopie. Ici, c'est d'hydrogène. Bon, donc ici, bah, je corrige également. C'est pas HCl, mais c'est H2. Et ici, c'est forcément H2. Donc là, normalement, cette fois-ci, c'est bon. J'ai corrigé sur l'autre page également. Donc dans le corrigé, il n'y aura pas de problème. Je remarque que ce qui me reste, c'est au numérateur, c'est la pression totale. Au dénominateur, c'est P0. Au numérateur, il me reste NaHCl au cube. Ici, il me reste le nombre de moles de SiHCl3 fois le nombre de moles d'hydrogène fois le nombre total. Donc là, je vais mettre N tot parce que ça va être plus simple, sachant que N total, je l'ai écrit juste en dessous. Et ce qui m'intéresse, c'est comment varie le quotient lorsque la pression, elle augmente. Le quotient de la réaction augmente, c'est bien ça, hein, lorsque la pression totale augmente. Et ça, c'est un paramètre que on peut contrôler. Hein, la pression dans le réacteur, vous pouvez la contrôler de différentes façons. Soit vous faites varier le volume, bon, ce qui n'est pas le cas ici, mais vous pouvez très bien évacuer, quand du gaz est produit, vous pouvez évacuer ce gaz et puis faire diminuer la pression. Augmente lorsque la pression totale augmente. Alors ce qu'on peut regarder, c'est, imaginons que j'ai une situation où l'équilibre est atteint, donc je vais faire une échelle de quotient. Donc imaginons que le quotient et la constante d'équilibre, donc c'est K2 je crois, ils soient égaux. Donc on est à l'équilibre. Dans l'état initial, on est à l'équilibre. Et ce qu'on fait ensuite, c'est on augmente la pression. Parce que pour voir ce que ça fait. Donc ça va donner quoi? Je refais mon échelle de quotient.
Alors on avait dit que la pression, le quotient augmente lorsque la pression augmente. Donc ce que va faire le quotient, c'est qu'il va se retrouver ici, et comme la température, elle n'a pas changé, eh bien, vous avez le quotient qui se retrouve au-dessus de la constante d'équilibre, et là, évidemment, l'équilibre est déplacé dans le sens indiqué par la flèche. Donc dans ce cas, l'équilibre est déplacé dans le sens indirect. Donc vous n'avez pas intérêt à augmenter la pression. Donc, pour favoriser la réaction, il faut faire exactement l'inverse. Il faut diminuer la pression. Donc, il vaut mieux travailler à 0,1 bar que 1 bar. Bon, ça répond à la question. Ça, c'est un résultat qu'on pouvait deviner dès le départ. Donc, je vais revenir dans un instant. Avant ça, je vérifie que j'ai bien répondu à la question. La réaction est réalisée à 0,1 bar, justifiée pour travailler à basse pression, plutôt qu'à 1 bar. Donc, ça, en fait, j'ai répondu à la question et je suis arrivé à la fin de cette partie. C'est quelque chose qu'on pouvait deviner au départ. En effet, lorsque vous regardez l'équation chimique, donc je vais vous la montrer, elle est ici, lorsque elle se fait dans le sens direct, on augmente le nombre de moles gazeuses. Donc quand vous augmentez le nombre de moles gazeuses, la pression va forcément augmenter. Donc si vous augmentez la pression, vous contraignez, vous incitez le système à s'opposer à réagir pour s'opposer à cette contrainte, et donc à favoriser la réaction dans le sens inverse. Si vous diminuez la pression, c'est moins gênant si vous augmentez le nombre de moles gazeuses. Voilà. Donc j'espère que je suis clair. Après, il y a toujours l'explication, on fait les calculs, mais bon, les avantages de faire les calculs, c'est je trouve qu'on comprend moins bien les choses. Voilà pour cette partie, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.